8h36, Dominique de Villepin est avec nous, bonjour. Bonjour. Dominique de Villepin, vous avez choisi Emmanuel Macron au printemps dernier. Je vous pose une question très directe. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous déçoit ? Écoutez, 3 mois après une élection, se laisser aller à des impatiences, des agacements, voire même des colères, ne me paraît pas de mise au regard des enjeux qui sont devant nous, et du moment. Nous sommes dans un moment essentiel et décisif pour la France, pour l'Europe, et à bien des égards pour le monde. Et Emmanuel Macron l'a rappelé hier devant nos ambassadeurs, c'est quelque chose qui doit nous contraindre. Nous sommes à un moment décisif pour la transformation de la France. Des réformes de structure sont sur la table, et pas de petites réformes de structure. La réforme du droit du travail. Vous la soutenez, cette réforme ? Je soutiens cette réforme. Je soutiens cette réforme que nous ne connaissons pas encore. Nous le saurons demain. Donc le bal s'ouvre demain. Le bal s'ouvre demain. Mais la séquence qui est derrière, en termes de réforme de structure, elle est essentielle. Réforme de l'assurance chômage. Réforme des retraites, réforme de la formation professionnelle, réforme du logement, des universités. Il y a là un programme de réforme décisif et essentiel qui va s'enclencher à partir de cette réforme du droit du travail. Et ces réformes, c'est pas pour le plaisir de faire des réformes. C'est pour remettre la France d'aplomb. Et cela conditionne notre capacité à refonder l'Europe. Donc on voit bien qu'il y a une séquence déterminante. Refonder l'Europe et la renvoyer à sa véritable vocation de protection. Là encore, ça a été un élément clé du discours de demain. Protection des Français. Le combat pour le contrôle des travailleurs détachés. Le combat pour le contrôle des investissements stratégiques. La volonté, par ailleurs, au niveau européen, de renforcer l'Europe de la défense, l'Europe de la sécurité. Autant d'éléments qui vont améliorer la protection des Français et redonner du sens à l'Europe. Donc vous le voyez bien, transformation de la France, refondation de l'Europe, et permettre à la voix de la France et à l'action de la France de peser davantage dans un monde qui a besoin de la France et besoin de l'Europe. Pourquoi ? On voit bien qu'il y a aujourd'hui une nouvelle relation entre les grands. Les États-Unis de Donald Trump, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, l'Allemagne. Une nouvelle relation se dessine. La voix de la France doit compter davantage. Les propositions de la France doivent compter davantage. Pourquoi ? Parce que nous devons retrouver la vocation de la France, dialoguer avec tous, dialoguer avec tous, et être capable, partout c'est nécessaire, d'apporter un rôle de porteur de solutions, de porteur d'initiatives, de médiation. Bien, Dominique de Villepin, c'était le discours d'Emmanuel Macron au mois de mai-juin, ce discours que vous tenez. Puis il y a eu cet été hésitant, cet été fait de petites maladresses, plus que de petites maladresses, qui finalement pénalise maintenant cette rentrée, non ? Franchement, un été un peu meurtrier. Il y a aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir, effectivement, de l'agacement, de la colère, de l'impatience, autant d'éléments, une fois de plus, qui doivent toujours être mis en rapport avec l'enjeu pour la France. La politique, il y a notre ressenti personnel, nos agacements, et puis il y a les enjeux pour la France. Moi, je ne peux pas oublier que nous sortons d'une séquence politique historique. Nicolas Sarkozy pour la droite n'a pas donné toutes les promesses que nous attendions. François Hollande, nouvelle déception. Si Emmanuel Macron, si ce quinquennat ne réussit pas, qu'est-ce qui nous attend ? Vous savez, la politique, c'est pas de faire la politique du pire. Donc je ne crois pas que le temps soit de se laisser aller à des humeurs. Il faut revenir à l'essentiel et donner toutes les chances à notre pays de se transformer. Je vais parler de la politique internationale avec vous, évidemment, Dominique de Villepin, mais les faits, les dernières informations, voilà qu'un journaliste est nommé porte-parole de l'Élysée. Qu'en pensez-vous ? C'est un choix qui est celui du président de la République. Historiquement, il y a toujours eu un porte-parole de l'Élysée. Je me souviens avec Jacques Chirac. Souvent un diplomate, compte tenu des responsabilités du président en matière internationale. Personnellement, je ne suis pas sûr que d'avoir quelqu'un qui commente la parole du président de la République auprès du président de la République soit forcément un atout. On verra l'usage.
Et ça nous amène à ce que je crois être une des qualités d'Emmanuel Macron dans cette période. Il est capable de tirer les leçons quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Il a montré au cours de ces 4 mois difficiles, qu'il était capable de se métamorphoser et de changer. Il s'adapte. Il a pris en compte, dès cette rentrée, un certain nombre de mouvements et d'insuffisances qui se font jour, sachant que il y a un problème de fond, qui est un problème très difficile et qui n'est pas lié à la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est cette triangulation du système de pouvoir. Comment on fait fonctionner ensemble un président de la République, un gouvernement et son Premier ministre, et un Parlement, surtout au lendemain d'une table rase comme celle que nous avons connue. Il faut bien que, entre ces 3 pôles, le président, le gouvernement et le Parlement, il y ait une adaptation et un enrichissement. Rien ne serait pire que d'avoir, compte tenu d'une majorité très forte, un Parlement trop homogène, socialement, idéologiquement. Il faut qu'il y ait des débats et il faut qu'il y ait une capacité à montrer au pays une respiration, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des choix, qu'on prend en compte la voix des citoyens. Pareil pour le gouvernement. Donc, il y a un temps, et ce sont ces 4 mois que nous avons vécu, il y a un temps de latence, il y a un temps d'adaptation. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'équipe soit maintenant en ordre de marche. Vous soutenez toujours Emmanuel Macron, que les choses soient claires. Écoutez, j'ai pas l'habitude de changer d'avis comme ça au gré des difficultés. Vous avez remarqué tous ces politiques qui vont chroniquer à la radio, à la télévision, non, ça ne vous tente pas, non? Aucunement, j'ai mieux à faire, mais je crois que nous sommes dans un temps de commentaires, dans un temps d'humeur. On a une idée qui nous passe dans... Et de confusion. Et on l'exprime à un micro. Je crois que le micro, faut le respecter. Je crois que le micro, c'est quelque chose qui demande de la gravité. Et nous sommes dans un temps d'action, donc nous sommes dans un temps d'humilité. Si j'avais la science infuse, ça se saurait. Si quiconque l'avait, ça se saurait. La politique, c'est difficile. On prend des coups. Et il faut respecter les Français que l'on essaye de servir du mieux possible. Donc pour moi, la politique, c'est l'esprit de service. Et j'estime que le commentaire, bon, c'est très bien, il y a un système médiatique qui est un système économique et un système financier, il faut le faire vivre. Mais je crois qu'il faut être extrêmement... Chacun à sa place. Chacun sa place, chacun son choix. Nous sommes dans un pays indépendant, il y a des talents qui peuvent s'exprimer. Mais je suis pour ma part pour des règles assez strictes entre médias et politique. Bien, Dominique de Villepin, parlons d'Europe. Est-ce que la Pologne conduit une politique contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne ? Franchement. Nous avons vu au cours des derniers mois un certain nombre de décisions prises par la Pologne qui sont tout à fait contraires aux valeurs de l'Union européenne. En matière judiciaire, la Pologne s'est engagée dans une voie qui pose un problème à l'Union européenne. La difficulté, c'est... En marge de l'Union... Elle se met en marge de l'Union européenne ? Oui, elle se met en marge de l'Union européenne. La difficulté, c'est comment on fait pour un pays membre de l'Union, comment fait-on pour faire en sorte de corriger cette situation sans pour autant pousser à la crise. Il y a là une situation difficile. Et on voit bien, la France et l'Allemagne sont dans ce domaine sur la même longueur d'onde. C'est plus facile pour la France de s'exprimer aujourd'hui compte tenu du fait qu'Angela Merkel est en élection, mais gardons l'objectif. L'objectif, c'est pas de mettre la Pologne dehors. Donc il faut prendre en compte la situation polonaise, qui n'est pas uniquement le fait de la Pologne, qui est le fait aussi d'un certain nombre de ce qu'on appelle les démocraties illibérales des pays de l'Est, la Hongrie et d'autres pays. Prenons en compte cette situation polonaise, mais engageons un dialogue. Et pour engager un dialogue, il n'est pas mauvais de nommer les choses. Et il était important aussi. Donc Emmanuel Macron a eu raison de dire ce qu'il a dit à propos de la Pologne. Parce que tout ça s'est passé dans un contexte particulier de défense par la France d'une directive plus exigeante sur les travailleurs détachés. À partir de là, il fallait éviter que un certain nombre de pays soient solidaires de la Pologne, notamment les pays du groupe de Visegrad, et au-delà, la Bulgarie, la Roumanie, d'où la nécessité de marquer clairement l'exigence vis-à-vis de ces pays. De ce point de vue-là, le voyage d'Emmanuel Macron est plutôt, à ce stade, un succès. Une fois de plus, ce n'est pas la première crise que nous aurons avec la Pologne. Nous en avons déjà eu avec le passé, nous avons eu des relations difficiles avec la Pologne, mais nous devons trouver un chemin et nous devons trouver une solution. Et ça implique
un vrai travail diplomatique. Donc il y a la politique, où on dit les choses, parfois de façon désagréable, et de part et d'autre, chacun s'est exprimé de façon relativement claire et brutale, mais il faut que la diplomatie puisse venir maintenant réparer et trouver des pistes de solutions. Chacun défend ses intérêts, c'est normal, mais il y a un intérêt européen qui doit l'emporter. Alors hier, Emmanuel Macron a proposé, après l'élection allemande le 24 septembre, l'organisation d'une... un travail collectif sur une feuille de route franco-allemande en Europe. Tous les pays qui s'associeraient à cette initiative franco-allemande seraient les bienvenus, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. C'est important que la France et l'Allemagne à nouveau montrent le chemin. C'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui est le résultat de nombreuses années de travail et de propositions. L'idée de plusieurs formats européens. L'idée... C'est une Europe à plusieurs vitesses. Oui, mais c'est à géométrie variable. À géométrie variable, comme on a dit. Mais avec une avant-garde. Oui. C'est-à-dire un groupe de pays dont la France, l'Allemagne, l'Italie, d'autres pays, tous ceux qui le souhaitent, puissent constituer véritablement un nouveau moteur de l'Europe. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'Europe retrouve sa réalité et sa vocation vis-à-vis de ses citoyens, d'où l'idée de convention démocratique qui mobiliserait les citoyens. C'est pas une Europe qui va être dictée d'en haut, mais qui sera aussi nourrie des propositions qui sont faites par les citoyens, par le vécu des citoyens dans les différents États. Donc oui, cette nouvelle approche, elle vise à désembourber l'Europe, dont parfois on voit bien qu'elle suscite beaucoup de réticence auprès des peuples européens. Donc il est important aujourd'hui de la remettre en marche. On sait combien vous défendez l'action diplomatique, on sait combien vous estimez qu'il faut parler, qu'il faut échanger. Est-ce que la France doit aujourd'hui réduire ses actions militaires, son activité militaire et favoriser sa diplomatie? Alors, c'est un point très compliqué. La question, c'est où mettons le curseur? Voilà. Où mettons le curseur? Emmanuel Macron, parce que nous sommes très engagés partout. Absolument. Emmanuel Macron, hier, a souligné le choix de la France de défendre un certain nombre d'interventions militaires en relation avec ses alliés. C'est vrai dans le cadre de la coalition au Proche-Orient, c'est vrai au Mali et au Sahel. La véritable question, c'est est-ce que nous décidons à un moment donné de réduire ce schéma d'intervention militaire pour donner davantage la primauté à la politique? Voilà. Moi, c'est ma conviction. Mais je sais, le président, lui, souhaite mieux coupler le militaire et le politique, sachant que seul le politique peut permettre de trouver des solutions. Je pars, moi, de l'idée que le militaire est souvent source de nouvelles tensions. Je vous donne un exemple. Le président de la République a dit hier qu'il ne fallait pas choisir entre sunnites et chiites, se mêler d'un certain nombre de sujets qui divisaient aujourd'hui les pays du Proche-Orient. Mais on voit aujourd'hui que la politique menée par un pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres États du Golfe au Yémen est la source d'une catastrophe humanitaire et d'une catastrophe tout court. Je pense que cette guerre doit être condamnée. Je pense que la guerre n'est pas la solution. Donc moi, je vais plus loin. Je pense que dans les prochaines années, nous verrons la France sans doute remettre sur la table ce débat. La guerre est source de beaucoup de problèmes dans le monde et permet au terrorisme de se coaliser et de fédérer un certain nombre de forces et d'énergie, ce qui explique qu'après Raqqa, après Mossoul tombé, eh bien le terrorisme continuera de perdurer. Donc, si l'outil militaire peut être utilisé dans certaines circonstances, je crois qu'il faut mais l'outil militaire est aussi utilisé pour rassurer l'opinion publique. Vous le savez bien, voilà, Dominique de Villepin. C'est une composante importante de la politique intérieure. Et pour un chef d'État, montrer que on est le chef des armées et qu'on a cette capacité, c'est évidemment un atout. Je crois que là, il y a des ajustements qui seront dans l'avenir nécessaires. Les États-Unis la prendront leur détriment puisqu'ils augmentent leurs troupes en Afghanistan, sachant que l'intervention militaire américaine et occidentale en Afghanistan est un fiasco absolu. Donc il faut savoir fixer des règles plus strictes aux objectifs militaires. Les armées, au-delà de la crise financière qu'ils connaissent, les armées doivent avoir un mandat beaucoup mieux défini, des objectifs beaucoup plus clairs, si l'on veut éviter de répéter les erreurs du passé. Demain, est-ce que nous allons réintervenir en Centrafrique ou dans telle autre crise ouverte africaine? Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a un réglage qui est nécessaire. Ceci dit, le président a dit deux choses importantes. La première, c'est le lien qui existe entre
la défense, le développement et la diplomatie. Donc il a une approche des opérations militaires qui se veut plus globale. Ça me paraît être une bonne nouvelle. L'action pour le développement, on le voit notamment dans le cadre des migrations, est un élément essentiel. Participer au développement, et le sommet qui vient de se tenir à l'Élysée avec les pays africains et les pays européens, prendre en compte la situation au Niger, prendre en compte la situation au Tchad, aider au développement de ces pays, mettre en place un conseil présidentiel pour l'Afrique pour mieux sentir les réalités du monde africain, ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut traiter les problèmes dans leur globalité, toujours approche globale, on le voit, et ça c'est un élément nouveau qui me paraît très important sur le contrôle des flux migratoires. Le fait de s'intéresser aux pays d'origine, aux pays de transit, de mobiliser l'ensemble des pays européens et de chercher tout au long de la chaîne à agir le plus tôt possible, le plus en amont possible, y compris avec l'OFPRA qui nous permet de mieux cibler ceux qui relèvent du droit d'asile et ceux qui sont des migrants économiques. Deux questions, l'une sur le Venezuela, l'autre sur la Corée du Nord. Le Venezuela, est-ce que le régime Maduro au Venezuela tourne à la dictature ? Il y a une dérive autoritaire au Venezuela et il y a un pays qui est pris dans un engrenage infernal. La difficulté, c'est comment fait-on pour arrêter cet engrenage, sachant qu'il y a une crise humanitaire absolument dramatique au Venezuela, une crise alimentaire, une crise en approvisionnement de médicaments, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner. Donc ça, c'est une réalité d'urgence. Et qu'il y a un contexte historique au Venezuela, j'ai grandi dans ce pays, oui, je le connais bien. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a un contexte historique au Venezuela qui est la proximité des États-Unis et l'opposition farouche d'une grande partie du peuple vénézuélien vis-à-vis de tout ce qui vient des gringos. Cette réalité-là, elle doit nous conduire à faire un travail extrêmement difficile. L'opposition ne détient pas toute la vérité. Aujourd'hui, elle est perçue comme ayant une forme de conservatisme idéologique et de proximité vis-à-vis des États-Unis. Et cette majorité, avec le soutien de l'armée, celle de Maduro, elle est à la dérive. Donc il faut essayer de rétablir des ponts. Mais qui est capable de rétablir les ponts ? Je ne crois pas que la vérité soit d'un côté ou de l'autre. Eh bien, un pays comme l'Espagne a une responsabilité historique. La France, elle a un crédit en Amérique latine. L'ensemble des pays d'Amérique latine ont une voix importante. Et puis il y a un pays qui joue un rôle clé, qui a joué un rôle clé dans le dénouement de la crise colombienne avec les FARC, qui est Cuba. Et c'est là où la politique de Donald Trump vis-à-vis de Cuba, qui vise à revenir un peu sur les accords qui avaient été signés pour Barack Obama, a des conséquences sur la crise vénézuélienne. Donc là, la diplomatie peut travailler sur le Venezuela. Et il est urgent de le faire pour prendre en compte les populations, la situation des populations. Est-ce que vous pensez, quand Emmanuel Macron, pour revenir à la politique française, que Jean-Luc Mélenchon est complaisant avec Maduro, le régime ? Pareil, c'est pas très important. C'est pas le sujet. Bon, la Corée du Nord qui a tiré ce missile, qui a survolé le nord du Japon. Là encore, l'île d'Hokkaido. Comment la rhétorique politique, comment la communication nous éloigne de solutions diplomatiques. La solution au problème de la Corée du Nord est diplomatique, comme la solution au problème du Venezuela est diplomatique. Il faut prendre en compte une réalité qui s'impose à nous. 18 tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord en 2017, 5 tirs nucléaires dans les 10 dernières années, 5 essais nucléaires par la Corée du Nord. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas traiter ce pays comme n'importe quel pays. Et c'est bien l'objectif de la Corée du Nord. Sanctuariser son régime, sanctuariser son territoire. Cette réalité-là, elle doit nous conduire à utiliser tous les fils de la diplomatie. Les États-Unis ont multiplié les rodomontades et ne prennent pas en compte cette réalité sur le terrain. Aujourd'hui, la solution, elle passe, comme les Chinois nous y invitent, par le double gel. Gel d'un côté des manœuvres militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis, gel des essais et des tirs de missiles par la Corée du Nord. C'est le point de départ d'un renouveau du dialogue. Mais évidemment, politiquement, franchir ce pas, c'est difficile. Ne nous coupons pas de la Chine, qui est le seul pays qui, peu ou prou, a la capacité à agir, qui a accepté de rentrer dans quelque chose qui lui a été difficile. C'est un embargo sur un certain nombre de produits avec la Corée du Nord. Je crois qu'il y a là un chemin qu'il faut suivre. La France peut avoir son mot à dire.
On a besoin de bon sens et on a besoin de travail dans la gestion de ces crises. C'est exactement la même chose pour la Libye. Nous avons progressé depuis la rencontre de la Celle-Saint-Cloud. Il y a un travail très minutieux. Nous sommes encore loin du compte. Comment réconcilier Fayez el-Sarraj et le maréchal Haftar, prendre en compte les autres dirigeants de factions qui existent sur ce territoire. C'est un travail d'horloger, mais un travail essentiel pour la paix dans le monde. Merci Dominique de Villepin. 8h56 RMC BFM TV.